d'Éthiopie accueille avec chaleur le président Kafando, mais aussi avec beaucoup de questions sur la situation du pays et la conduite de la transition. Des échanges à bâtons rompus depuis Addis Abeba que nous rapportent nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Caroline Ouanré. Les ministres de la Communication et de la Justice face à la presse sur des questions d'actualité et de gouvernance économique. Ils ont apporté des éclairages sur la déclaration des biens des autorités de la transition, mais également sur la suite réservée aux investigations de l'autorité supérieure de contrôle d'État dans les différents ministères. Et puis Thomas rend immortel le professeur Joseph Kizerbo, un de ses valeureux fils, homme politique qui a été de tous les combats politiques au Burkina Faso, mais également historien dont le rayonnement intellectuel va au-delà de nos frontières. Une place importante du chef-lieu du Nayala lui a été consacrée. Voici votre 20h, Madame, Messieurs, dans ces grandes articulations. Merci de nous suivre. En marge donc du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président du Faso a rencontré les Burkinabés d'Éthiopie. C'était une rencontre très attendue à Addis Abeba. La diaspora avait des inquiétudes sur la situation du pays après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Ils ont posé plein de questions au président du Faso pour mieux comprendre ce qui se passe au pays sur la conduite de la transition et les moyens mis en œuvre pour réussir ces objectifs. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Caroline Ouanré. Loin de la mère patrie, la mémoire des Burkinabés de l'Éthiopie est encore vive sur les événements de fin octobre dernier au Faso. La minute de silence dédiée aux martyrs va au-delà de la simple formalité pour exprimer une émotion ravivée par la toute première arrivée du président de la transition dans la capitale éthiopienne. C'est du reste ce sujet qui va soutenir toute la suite de la rencontre, éclipsant du coup la traditionnelle présentation de vœux, comme le veut la période des débuts d'année. La soif de savoir sur le Burkina actuel revient et surtout la soif d'en savoir sur le Burkina de demain à travers la conduite de la transition. Et au président Kafando de refaire la genèse de la situation que nous vivons aujourd'hui au Faso. Puis vient ce moment encore plus attendu, celui sur les projections, précisément le programme de conduite de la transition que le président du Faso décline en 3 phases. Le rétablissement de la justice sociale, dont l'un des points devrait déboucher sur des poursuites judiciaires dans les 2 prochains mois. L'organisation des élections prévues le 11 octobre prochain avec comme dernière décision la non-participation des Burkinabés de l'étranger. Ici, à 5 heures de vol de Ouaga, le public est on ne peut plus ciblé. Le 3e point repose sur la réconciliation nationale qui nécessite l'implication de toutes les composantes de la société à travers des commissions telles la réconciliation nationale, les réformes politiques, la réparation. Loin d'étancher la soif de savoir, l'intervention du président suscite une kyrielle de questions. Morceau choisi. Qu'en est-il de la mesure de réduction du train de vie de l'État, mesure qui devrait soutenir toute la période de la transition en commençant par le plus haut niveau de l'État? Je n'ai pas une idée exacte, mais je ne pense pas qu'un membre du gouvernement touche plus de 600 000 francs. Bon, mais vraiment, il y a quand même un certain nombre d'indemnités. Mais tout compte fait, avec toutes les corrections, les émoluments des membres du gouvernement ne sont pas énormes. Et en tout cas, étaient nettement moins que ceux qu'on a observés pour le CNT. Nous avons pris sur nous de restreindre effectivement le train de vie de l'État. Je peux vous dire que, par exemple, à la fin de l'année, nous avons demandé à tous les ministères, tous les ministères surtout, personne n'a organisé une réception comme ça à l'occasion des festivités de fin d'année. Alors que dans le temps, ça s'organisait, nous avons dit pas question, et cela a été observé. Actuellement, nous sommes en train, le contrôle des véhicules de l'État, nous sommes en train aussi de voir ça parce que il y en a qui se sont certainement dit, bon, avec la transition, on peut essayer de faire. Alors non, on a pris des mesures, non seulement pour restreindre le nombre de véhicules par service, restreindre aussi les dotations en carburant, et aussi, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que le contrôle soit plus assidu pour que les gens n'utilisent pas vraiment de façon inconsidérée les biens de l'État. 3e chose, par exemple, pour les voyages internationaux, nous sommes en train de demander qu'au lieu que les ministres
les directeurs généraux, les secrétaires généraux des ministères voyagent en classe affaires, qui est devenue tellement chère, on puisse les ramener à une classe qu'on appelle premium. Enfin, fin de compte, si vous 5 heures de voyage, hein, sincèrement, on va pas là, vous n'allez mettre 8 millions pour aller en classe affaires, alors que derrière, vous payez 2 millions. Pour 5 heures de voyage, souvent, c'est la nuit. Tu quittes Ouaga à 21h, tu arrives à 6h du matin. Le détail fait sourire, mais de l'estimation du président Kafando, c'est un déficit de près de 300 milliards de francs CFA qu'il faut combler, sans compter les gros œuvres de l'organisation des élections à venir pour octobre prochain. Les élections présidentielles du 11 octobre 2015 prochain fait également l'objet d'échanges entre le chef du gouvernement et une délégation de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Bien d'autres sujets politiques ont été évoqués entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et la délégation. Le président de l'Association des médiateurs en parle. Il est interrogé par Estelle Judith Assogba. Compte tenu des événements intervenus au Burkina, nous ne pouvions pas venir dans ce pays sans prendre contact avec les nouvelles autorités pour leur présenter nos civilités et surtout pour, en ce début d'année, leur présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2015. Le Premier ministre n'a pas été avare, il a au contraire envisagé, il nous a dit comment est-ce qu'ils envisagent effectuer des élections en 2 tranches. D'abord les élections générales présidentielles et législatives et ensuite dans un second temps les élections locales. Et le Premier ministre a insisté sur des élections all inclusives, c'est-à-dire qui intègrent à la fois la société civile, les partis politiques et vraiment toutes les partis qui ont une opinion sur la situation politique dans le pays, de manière que tout le monde se retrouve à la fois dans le gouvernement qui a été formé, mais aussi dans les élections qui vont conditionner sans doute l'évolution du pays. Qu'en est-il de la déclaration des biens des autorités de la transition, de la suite à donner aux investigations de l'autorité supérieure de contrôle d'État dans les différents ministères? Ce sont des sujets qui nourrissent des passions au sein de l'opinion. 2 ministres étaient face à la presse pour donner des réponses sur des questions majeures de gouvernance économique et à bien d'autres sujets d'actualité. Le compte-rendu de Drissa Séré. De ce qui est de la réduction du train de vie de l'État, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la gouvernance économique. On peut citer la limitation des missions à l'étranger, la diminution des cortèges, la suppression des cocktails de présentation de vœux. Cet ensemble de dispositifs sera complété par de nouvelles mesures en réflexion au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Dans la même dynamique, l'ASE a entamé des investigations dans différents ministères pour faire la lumière sur les irrégularités. À ce niveau, le ministre de la Communication est formel. Les responsables coupables de malversation rendront tout simplement des comptes. Appelant à la fin des monopoles, le gouvernement demande le renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics. La déclaration des biens s'applique à tous les organes de la transition comme stipulé dans la charte à l'entrée et à la fin de leurs fonctions. Concernant ce volet, le gouvernement rassure l'opinion publique. La liste des biens des membres du gouvernement a été transmise au Conseil constitutionnel et fera bientôt l'objet d'une publication dans le journal officiel. Le ministère de la Justice a un rôle déterminant à jouer dans la conduite de la transition. Pour résoudre les problèmes de la justice burkinabé, le ministère de tutelle a engagé des stratégies. La poursuite des réformes institutionnelles, la probité dans le traitement des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, la restauration de la confiance entre la justice et les citoyens, l'organisation des États généraux de la justice. Ces États généraux ayant vocation de panacée, ils devront aboutir à un pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina Faso. Le ministre de la Communication a apporté des réponses aux questions d'actualité essentiellement nationales. La baisse du prix des hydrocarbures, le statut particulier demandé par certains corps, les autres mesures visant la réduction du train de vie de l'État. Concernant donc le prix des hydrocarbures, les partenaires sociaux et la population qui veulent des baisses et le gouvernement qui n'en est pas d'accord. Ce n'est pas ça la nouvelle conception de la gouvernance économique qu'on veut se donner. On veut des produits de grande consommation qui sont accessibles
à des coûts bas pour toute la population. Mais vous savez évidemment qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on fixe un certain nombre de prix. Et je pense qu'il est dans cette dynamique que le ministre de la fonction publique, d'ailleurs ce matin, le ministre de l'Industrie et ils sont actuellement en discussion avec les syndicats pour voir dans quelle mesure donc une mesure pourrait donc trouver à cette baisse qui a été jugée évidemment insignifiante pour ne pas dire voire révoltante par certains acteurs sociaux. Le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo, la grève des magistrats, la corruption des acteurs de la justice, les dédommagements des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 sont autant de questions pressantes qui trouveront bientôt solution avec l'installation des nouveaux procureurs généraux et la tenue des États généraux de la justice. Les États généraux de la justice, pour nous, c'est un temps fort. Je l'ai dit et redit souvent, c'est un temps fort pendant lequel la nation entière s'arrête sur la question de la justice burkinabé. C'est un moment où toutes les composantes de la nation vont s'associer pour prendre des engagements en vue de la restauration de la justice. Plusieurs chantiers ont été engagés par les autorités de la transition. Elles demandent de la patience pour que les mesures nouvelles puissent produire des résultats au profit de tous. Après Ouagadougou qui a immortalisé le professeur Joseph Kizerbo à travers une rue qui porte son nom, Thomas lui dédie une place, un hommage bien mérité pour le fils du pays dont le rayonnement est allé au-delà des frontières de l'Afrique. L'édifice a été inauguré hier dans le chef-lieu de la province du Nayala, Ini Walkoy Janine Kambiré. L'édifice formé d'un dé en béton armé est surmonté d'une gerbe de céréales supportant 4 plaques de bronze patinées illustrant la vie et les idées du professeur. La face principale présente Joseph Kizerbo et la carte de l'Afrique, le continent de sa quête passionnée. Il porte au cou une écharpe avec sa citation préférée, Nanlara Ansara, ce qui signifie « Si nous sommes couchés, nous sommes morts ». Sa formule phare qui traduit son engagement et son combat pour l'intégrité, la bonne gouvernance et le respect même de la valeur humaine. Sur la deuxième face, on voit le professeur attentionné auprès d'une écolière et d'un écolier, car pour lui, l'éducation est primordiale. Sur la troisième face, un jeune citadin et une jeune femme rurale illustrant les concepts de démocratie et de développement, et l'on se souvient de l'inquiétude du professeur qui se demandait à quand l'Afrique. Enfin, la quatrième face montre la couverture du livre emblématique du professeur, Histoire de l'Afrique noire. Une place qui immortalise à jamais ce grand homme qui aura marqué sa génération et reste une source d'inspiration pour la jeunesse. C'est bien en tout cas pour nous dans la commune de Thomas. Le professeur est un homme politicien qui est très connu en notre Volta. Pour moi, en tout cas, ce que je vois, c'est un symbole pour la ville de Thomas. Après la venue du professeur Joseph Kizerbo à Ouagadougou, le conseil municipal de Thomas décidait de dédier une place publique à sa mémoire en octobre 2007. La famille du professeur s'est associée à la mise en valeur de la place en hommage à sa vie, à ses œuvres et par devoir de mémoire. Elle espère que ce monument sera un point de rassemblement et de départ vers de nouvelles aventures et surtout un carrefour de paix. Le Burkina Faso pour lequel il s'est battu se souvient et la jeunesse continuera sans doute à se souvenir en traversant la place professeur Joseph Kizerbo à Thomas. L'œuvre est réalisée par l'architecte Souleymane Zerbo, l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara et l'entrepreneur Emmanuel Ki. Elle fait la fierté de la commune de Thomas. Le professeur, comme on l'appelait affectueusement, vit le jour à Thomas le 21 octobre 1922. Après un parcours académique brillant, il s'est affirmé comme un intellectuel hors pair. L'inauguration de la place Joseph Kizerbo s'est effectuée en présence de Chérif Moumina Si, le président du Conseil national de la transition, qui apprécie l'œuvre et rend hommage à l'historien qui a été de tous les combats politiques au Burkina Faso. Il s'exprime au micro de Ini Walkoy Janine Kambiré. C'est une belle initiative de la famille et de la commune qu'il faut saluer. C'est un bon monument, un très beau monument
mais il est moindre que la personne que cela symbolise. Parce que le professeur Kizerbo lui-même est un monument d'abord. Un monument en termes d'engagement pour l'Afrique, en termes d'engagement pour le Burkina Faso, en termes d'engagement pour le développement endogène de notre pays et du continent, en termes d'engagement pour la démocratie sociale. Donc cet homme pluridisciplinaire, cet homme multidimensionnel ne saurait être symbolisé par un tel monument. Ce monument est très petit par rapport à l'homme Kizerbo. Je crois plutôt que la famille a voulu faire ce monument pour donner au Samo de Thomas d'avoir eu la grande chance d'avoir un fils comme Kizerbo. Parce que comme vous le savez, les Samois ne sont pas souvent brillants. Mais lui, c'est une particularité. Il va falloir que l'on ait le courage de dénommer l'université de Ouagadougou, l'université Kizerbo. C'est la moindre des choses que notre pays peut faire pour cet homme. Restons à Thomas pour évoquer l'actualité politique qui se déroulait également au chef-lieu du Nayala. Le parti pour le développement et le changement, PDC, était ce week-end donc à la rencontre de ses militants du Nayala. La présidente Sarah Sérémé a invité les populations à agir en toute sérénité face à la transition démocratique en cours et aux élections du 11 octobre 2015 et du 31 janvier 2016. Reportage toujours signé de Ini Walkoy Janine Kambire. Venues de toutes les localités de la province du Nayala, nombreuses sont les populations sorties répondre présentes au meeting du Parti pour le développement et le changement PDC. Le changement de comportement et de mentalité constitue pour le PDC un challenge pour l'avènement effectif de l'alternance et du développement équitable, harmonieux et durable. Et face à cette mobilisation des grands jours, le message est le suivant. Nous sommes venus avant tout interpeller les populations du Nayala face à cette année électorale pour qu'elles puissent en toute sérénité œuvrer dans la cohésion et dans la paix, apporter le réel changement, le changement démocratique souhaité en novembre 2015. Nous souhaitons surtout qu'elles puissent faire confiance au PDC, au choix du PDC, à la dernière décision que le PDC prendra. 3 mois après la mise en place des organes de la transition, le PDC donne son appréciation. Nous devons tous accompagner cette transition pour que nous puissions, au jour que nous sommes fixés ensemble, aboutir à une transition démocratique réelle. Ces organes, nous attendons toujours l'organe qui sera chargé de la réconciliation et des réformes politiques. Mais nous sommes sûrs que déjà que le décret est adopté, cette structure sera également mise en place pour pouvoir parachever la décision qui a été prise dans la charte. Pour Sarah Sérémé, il n'est pas facile d'être femme dirigeante d'un parti politique, mais c'est un défi que les populations du Nayala ont promis de relever avec elle. Elle affirme qu'aucune victoire ne s'acquiert, mais se conquiert, et c'est fort de cette conviction qu'elle souhaite que le PDC aille de victoire en victoire avec son cheval blanc. Le Front patriotique Sankaris se félicite pour sa part du chronogramme des élections qui a été arrêté. Le FPS aborde ses consultations avec beaucoup d'optimisme et le parti annonce une tournée dans les 45 provinces du Burkina pour mobiliser ses militants en vue d'une victoire sankariste. Maître Benouendé Sankara se montre par contre sceptique sur l'application des réformes annoncées par le gouvernement. Reportage signé Maxime Zongo. Du bilan d'une année de fusion, les premiers responsables du Front progressiste sankariste en tirent de réels motifs de satisfaction. S'agissant de la transition, si le FPS se félicite du chronogramme des élections, les sankaristes en revanche restent sceptiques quant à l'application effective des réformes annoncées. Visiblement, à leurs yeux, l'insurrection a un goût inachevé. Pour eux, il faut aller plus loin car toute l'Afrique observe le Burkina qui lui a donné un exemple de raison d'espérer.
2015, selon le président du FPS, l'optimisme est permis. Les ingrédients réunis et les sankaristes entendent en tirer profit. Notre défi majeur, c'est remporter les élections. Et nous le disons ici et maintenant. Le terrain, il est très favorable, nous sommes très optimistes. Maintenant, c'est à nous de nous organiser et d'apporter le message qui sied à la dimension des attentes des Burkinabés qui ont désormais confiance, en tout cas au mouvement sankariste. Les sankaristes qui ne dévoilent pas leur stratégie annoncent cependant une série d'activités, au nombre desquelles une tournée dans les 45 provinces du Burkina afin de redynamiser les structures, mais aussi appeler les militants à se faire enrôler. Conviction du président du FPS, l'unité envisagée avec toutes les forces sankaristes constitue une vraie alliance porteuse d'alternatives qui va relever les défis. L'État va accompagner l'ONEA pour assurer la continuité du service d'eau potable à l'ensemble de la ville de Ouagadougou et à sa périphérie. Le gouvernement reçoit pour cela de la Banque mondiale un chèque, un don de 40 milliards de francs CFA pour réaliser la deuxième phase du projet d'adduction d'eau potable à partir du barrage de Ziga. L'accord de financement a été signé cet après-midi en présence de Ernest Kambiré. Son reportage. À gauche, Tembo Merci, la représentante résidente de la Banque mondiale dont l'institution s'apprête à mettre à la disposition du Burkina Faso environ 40 milliards de francs CFA sous forme de dons. À droite, Jean-Gustave Sanon, le ministre burkinabé de l'économie et des finances qui s'apprête à recevoir cet accord de financement au nom de l'État burkinabé. Une fois les documents paraphés, la Banque mondiale met ainsi à la disposition du Burkina Faso la somme de 40 milliards de francs CFA pour le financement additionnel du projet sectoriel eau en milieu urbain. Une enveloppe financière qui va permettre la réalisation de la deuxième phase du projet d'adduction d'eau potable à partir du barrage de Ziga, dont le coût global est estimé à environ 104 milliards de francs CFA. Le groupe de la Banque mondiale a été très satisfait de la mise en œuvre de projet MER. Ils ont touché presque plus de 1,5 million des habitants. C'est pourquoi on a jugé nécessaire pour suivre toujours, ils ont presque dépassé l'objectif du développement millénaire, mais pour toucher la population périphérique de Ouagadougou et les zones urbaines, on a ajouté encore 40 milliards de francs CFA. L'enveloppe de 40 milliards de francs CFA sera rétrocédée à l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, et va permettre de desservir plus de 232 nouveaux bénéficiaires, les populations des quartiers périphériques lotis et non lotis. Ces 40 milliards vont nous servir à augmenter plutôt le nombre de populations, de personnes qui ont accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ensuite, quand vous regardez également, vous avez une cible qui concerne, si vous voulez, les élèves. Parce que vous savez que dans beaucoup d'établissements et d'écoles, beaucoup d'élèves, à cause du manque d'eau potable, quittent l'école, ne viennent même pas à l'école. Donc ça, vous voyez les effets inattendus de ces 40 milliards en termes d'approvisionnement en eau potable. À terme, 26 000 branchements sociaux et 80 bornes fontaines seront construites avec cet accord de don qui va s'exécuter entre 2015 et 2018 pour assurer la continuité du service d'eau potable sur l'ensemble de la ville de Ouagadougou et de sa périphérie. L'UEMOA, pour sa part, s'engage à injecter plus d'1 milliard de francs CFA dans la production et la commercialisation du maïs. Les actions vont se concentrer dans le cadre du projet de valorisation des résultats de la recherche, une aubaine pour les producteurs de maïs. Reportage Badaniel Kambou. Au Burkina, le maïs est le troisième céréale après le sorgho et le mil. En plus de cela, il présente des rendements nettement plus importants de par son adaptation au système d'irrigation. C'est cet avantage certain qui a poussé à mettre en place ce projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement. La recherche a mis au point différentes variétés dans les zones irriguées, dans les zones pluviales et des variétés qui permettent de s'adapter à la sécheresse. Alors le projet que l'UEMOA nous appuie fortement sur ces céréales permet donc de diffuser à grande échelle avec les producteurs dans des provinces importantes les différentes variétés pour que ces variétés soient largement développées, pour que ça contribue fortement à la sécurité alimentaire dans le contexte de changement climatique, donc qui s'adapte aussi à la sécheresse.
En plus du Burkina, cette initiative dont le but est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire concerne l'ensemble des pays membres de l'UEMOA et s'intéresse à 3 volets, la production, la transformation et la commercialisation. Il s'agit à terme d'atteindre l'accroissement de la production du maïs dans l'espace UEMOA. Nous avons au niveau de notre espace 5 filières prioritaires, parmi 17 qui ont été identifiées. Vous avez la filière maïs, la filière coton, la filière bétail-viande, la filière aviculture et la filière riz. Alors, vous voyez que pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, qui est un de nos objectifs vraiment importants, on ne peut pas atteindre la sécurité alimentaire si en termes de production, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas disponible. Alors, vous voyez l'objectif, donc, c'est vraiment pouvoir mettre à la disposition de nos États, des populations, la nourriture en quantité importante et qu'elle soit disponible à tout moment. Ce projet, dont le lancement pour la partie burkinabé a eu pour cadre la ville de Tenkodogo, a donc vu le jour grâce à un financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Sa phase pilote couvre 8 régions, dont celle du centre-est. Le programme d'investissement forestier de son côté prévoit d'aménager 12 forêts classées avec l'ouverture de plus de 2000 pistes à l'intérieur de ces forêts classées et la construction de 9 marchés du bois. Les actions vont bientôt être lancées. À l'Est, les responsables du PIF ont eu des échanges avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Désiré Ilboudo et Lambert Soma ont signé ce reportage. Fournir des informations suffisantes sur le programme d'investissement forestier, en abrégé PIF, ainsi que l'état de sa mise en œuvre, susciter une plus grande implication et la responsabilisation des acteurs, c'est ce qui justifie la tenue de cet atelier ici à Fadangourma, lequel atelier fait office de lancement technique du programme d'investissement forestier à l'Est. Au niveau de la région de l'Est, c'est la réserve sylvopastorale de Tapua-Bopo d'une superficie de 105 000 hectares qui sera aménagée. Et en plus de cette forêt classée, il y a 3 communes environnantes de ce massif forestier-là qui vont bénéficier de l'appui du programme. C'est les communes de Matiakwali, Kanchari et Partiara. La réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation, la gestion durable des forêts et leur conservation, ce sont là quelques objectifs du programme. Mais cela ne peut se faire sans l'implication des populations à la base. Je dois dire que le volet participatif est très privilégié dans la mesure où tout le programme a été conçu sur la base des préoccupations des populations. Donc nous sommes à une phase de planification des actions et de mise en œuvre avec ces populations-là. Le programme d'investissement forestier va toucher 12 forêts classées, 32 communes, 5 régions que sont l'Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud et la Boucle du Moun. Il va coûter 44 millions de dollars US et ce veut être le plus grand programme jamais réalisé dans le domaine. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait le point de ses réalisations en 2014. Une attention particulière est portée sur les programmes qui connaissent quelques difficultés dans leur mise en œuvre. Le compte-rendu de Nathalie Sawadogo-Nabalou. Le budget des différents programmes du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation connaît beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre. Des difficultés liées au déblocage tardif du budget, aux projets non suffisamment mûris au démarrage, la mauvaise qualité du matériel. Et les membres statutaires du ministère réunis ce jour à Ouagadougou vont durant 2 jours en discuter. Devant les insuffisances des financements, il y a aussi des potentiels de financement avec des partenaires. L'objet de ces CACEM, c'est mettre nos chercheurs en confiance pour qu'on puisse aussi compétir sur des financements avec les partenaires extérieurs, les partenaires qui, dans le cadre de la transition, accordent beaucoup de confiance au gouvernement. Et nous allons profiter aussi de cette confiance renouvelée et renforcer au gouvernement pour que la recherche scientifique ne soit en reste. Ce CACEM est placé sous le thème « Place et rôle de la science, la technologie et l'innovation dans l'atteinte des objectifs des grands programmes nationaux de développement, état des lieux et perspectives ».
Outre le bilan de l'année 2014, les membres statutaires vont se pencher sur l'année en cours et devront dégager des pistes de solutions. Une nouvelle innovation dans la lutte contre la pauvreté, le concept apprentissage-emploi. L'approche consiste à former des jeunes dans des domaines comme l'art ménager, la couture, la coiffure et bien d'autres. Après la formation, ils sont placés chez des entrepreneurs ou installés à leur propre compte. La présidente burkinabé camériste diurne et épisodique, qui est porteuse de ce projet, vise un objectif de 500 jeunes placés. Abdoul Rasmane Zongo. Ils partagent tous un même rêve, celui de s'autonomiser, de s'auto-employer, à travers d'abord l'acquisition d'une formation de base. Un rêve en passe de devenir une réalité, puisque ces jeunes, composés en majorité de filles, sont dans une école de formation d'auto-emploi de 9 mois pour certains et 24 mois pour d'autres. Le domaine d'emploi qui m'intéresse, c'est la couture. Je préfère faire la couture parce que je pense que c'est quelque chose de bien. Tu peux faire même dans l'avenir. Cette initiative associative et entrepreneuriale à la fois est de l'association ABCD, une association qui entend contribuer à l'atténuation du sous-emploi et du chômage des jeunes à travers le concept appelé apprentissage-emploi. Nous voulons par ce concept permettre à tout employeur qui va employer quelqu'un dans un domaine donné puisse l'apprendre dans ce domaine-là, que jusqu'à un certain moment, si la personne arrête, qu'elle a un niveau dans ce domaine qui permet aussi d'aller réaliser lui-même dans le domaine. Représentants du ministère de tutelle et autres départements ministériels voient dans ce concept une opportunité supplémentaire de lutte contre la pauvreté. Nous soutenons cette initiative qui vise essentiellement le développement des compétences techniques et professionnelles susceptibles d'accompagner les jeunes et vers l'insertion socio-économique et professionnelle. Les domaines concernés sont entre autres la couture, la coiffure, le marketing. Un nouveau directeur général prend les rênes de la garde de sécurité pénitentiaire. Il s'agit de Grégoire Honoré Karambéry. Il a été installé dans ses fonctions par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Reportage de Adama Koulibaly. Après la lecture de la formule consacrée par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, Honoré Grégoire Karambéry prend officiellement ses quartiers à la garde de sécurité pénitentiaire. Le nouveau directeur général qui a intégré le corps de la garde de sécurité pénitentiaire en 2002 a été directeur du centre pénitentiaire agricole de Baporo et celui de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou avant d'être recruté par les Nations Unies comme expert pénitentiaire au Tchad et en République démocratique du Congo. C'est avec enthousiasme qu'il reçoit cette confiance placée en sa personne. Je voudrais avant tout remercier le gouvernement à travers la garde des Sceaux pour l'honneur fait à ma modeste personne. C'est en toute conscience de l'immensité du chantier et de l'ampleur de la responsabilité que je reçois cette nomination. Avec l'aide de Dieu, des autorités politiques et administratives, du personnel pénitentiaire, nous pensons et nous espérons que cette mission sera couronnée de succès. Outre son diplôme de garde de sécurité pénitentiaire, M. Karambéry est titulaire d'un DEA en agronomie. Nommé en Conseil des ministres le 7 janvier 2015, il remplace l'inspecteur de garde de sécurité pénitentiaire Adama Rwamba, qui dit avoir bien accompli la mission à lui confiée. Un nouveau bâtiment a été construit pour le profit donc, de la police nationale, de la police municipale, qui reçoit dans le même temps une dizaine de motos, un acte citoyen de 2 généreux donateurs qui apportent un soutien aux missions de cette institution de la municipalité. Reportage Aruna Mari. Ce bâtiment qui se compose d'un poste de police, d'un bureau et d'une salle de repos et ses 10 motos sont respectivement un don de Catherine Nikéma et de l'entreprise Winpanga à la police municipale. Le montant de leur geste s'évalue à 10 500 000 francs CFA. Avec ces motos, ça peut appuyer, accompagner les polices municipales et pour qu'ils puissent quand même les travailler facilement, aider les populations de Ouagalais et surtout les enfants des élèves. Ici, à Burkina Faso, on n'a pas encore compris que la police est votre ami aussi. Et moi, je tiens que la population comprenne
de se tourner à la police et faire confiance aussi dans les situations qui sont bizarres et vraiment attendre aide. Parce que la police municipale, ils donnent aide. Et moi, je veux bien parler pour eux. Ce sont des bonnes actes. Un acte qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de travail des policiers municipaux. Dans la réalisation de cette infrastructure, la police n'a pas hésité à mettre la main à la poche à travers sa mutuelle. C'est la reconnaissance des plus hautes autorités pour cette générosité. Merci pour ce don et nous pensons que cet acte va susciter d'autres actes, d'autres dons envers non seulement la police municipale, mais pourquoi pas d'autres compartiments également de la collectivité. Pour leur générosité, les donateurs reçoivent des attestations de reconnaissance. Au nom du personnel, le directeur de la police municipale s'engage à entretenir ces dons pour le bien-être des citadins. Zakaria Soré, désormais docteur de sociologie sorti de l'université de Ouagadougou, il a soutenu une thèse sur la massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune de Rambo, dans la province du Yatenga. Reportage Olopoda. Zakaria Soré, le tout premier candidat à défendre une thèse de doctorat en sociologie au département des sciences sociales de l'université de Ouagadougou. Il a fallu 3 heures d'horloge à ce candidat pour présenter les résultats de ces 3 années de recherche autour du thème massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune rurale de Rambo. Une étude de cas qui met en évidence le non-respect des 960 heures comme volume horaire des cours par an, l'absentéisme des enseignants en majorité jeunes sans formation de base solide. À cela s'ajoutent les discours politiques qui, selon le candidat, sont décalés de la réalité du terrain. En somme, c'est la problématique de la qualité de l'école au Burkina Faso qui est ici grossie à la loupe. Que ce soit l'intégration des enseignants au village, que ce soit les conditions de vie, que ce soit les formations continues et remises à niveau, il y a un problème. L'État ne s'assume pas suffisamment à ce niveau-là et cela se répercute sur les apprentissages des enfants. Même si on a un taux de scolarisation de 100% et que ces 100%-là n'apprennent pas bien, au finish, ça ne profite pas à la nation. C'est l'erreur qu'on a fait au niveau de la politique de massification. Dans ce document de 350 pages, Zakaria Soré fait une analyse multidimensionnelle pour restituer la part des responsabilités des faits scolaires. Un travail de sociologie avec une bonne dose d'anthropologie qu'il a livré devant un jury qui a jugé la production des scientifiques recevable au plan académique. Le thème il est d'actualité parce que vous voyez tous les jours au niveau de la presse écrite ou bien au niveau de la télévision, comment est-ce que les populations font ressortir leur insatisfaction par rapport à la qualité de notre système éducatif. Et lorsqu'on utilise des instruments scientifiques pour ressortir quelques forces de ce système-là, mais surtout les principales difficultés de ce système, nous pensons qu'effectivement c'est un travail qui est bien fait. À l'heure de la vérité, Zakaria Soré voit son travail sanctionné par la mention très honorable. Visiblement satisfait, le nouveau docteur prend place aux côtés de ses maîtres, engagés dans la recherche et la promotion de la sociologie de l'éducation. Les acteurs culturels et leurs partenaires se sont retrouvés dans un cadre détendu pour aborder la problématique du financement du secteur de la culture. La rencontre est initiée par le bureau exécutif de la plateforme culturelle du Burkina Faso, PCBF, Bouma Ernest Nebier. C'est un cocktail dînatoire dont l'objectif est de permettre aux acteurs culturels de réfléchir sur la problématique du financement de la culture au Burkina. L'initiative est de la plateforme culturelle du Faso PCBF, une association créée en 2007 et qui intervient dans le développement culturel, social et économique du Burkina. Depuis un moment, la plateforme culturelle du Burkina a lancé une action de plaidoyer, de sensibilisation sur le financement de la culture. On n'a pas de prétention, mais on souhaiterait surtout que le secteur de la culture puisse se mettre ensemble. On a invité les acteurs, on a invité ceux qui interviennent déjà dans la culture et ceux qui sont susceptibles d'intervenir dans la culture pour qu'ensemble on fasse le diagnostic sur quels sont les problèmes par rapport à la culture
les enjeux, les perspectives. Mais surtout montrer que c'est un secteur viable, c'est un secteur qu'on peut financer, c'est un secteur qui peut être rentable, qui génère beaucoup en termes d'économie. Pour les premiers responsables du ministère de la Culture, l'initiative est la bienvenue car elle va aider à trouver solution à l'épineuse question du financement de la culture burkinabé. On peut se donner la main, secteur privé, secteur public, pour trouver les bons mots, les bons cadres pour poser les problèmes du financement de la culture, réfléchir aux solutions possibles et évidemment entamer la concertation et le dialogue avec les partenaires techniques et financiers afin qu'ils accompagnent davantage le secteur de la culture. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes ont presté. Le public a encore eu l'occasion de communier avec Patrick Cabré et Alif Naba, deux artistes talentueux qui font rayonner la musique burkinabé au-delà des frontières du pays. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 20h pour d'autres actualités. En attendant, l'information continue dans quelques instants. Vous aurez droit au magazine de sport. Pour ma part, je vous souhaite de bien prendre soin de vous.